Ok, super. Bon, alors déjà, désolé de ne pas avoir pu être là. Le contexte actuel fait que bah, du coup, avec les transports compliqués comme ça, il a fallu faire des choix et que c'était compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la douleur et qu'est-ce que c'est et des classifications. Donc moi, je commence par me présenter. Donc je m'appelle Anthony Halimi, je suis kinésithérapeute libéral diplômé de 2015 à Dijon. Je suis formateur en formation initiale et continue dans le domaine de la douleur. Et je suis également chargé de communication de la Société de physiothérapie de Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai été membre du bureau du groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie. Donc, je forme des kinés, des ostéopathes, des podologues, des ergothérapeutes, des médecins sur la prise en charge de la douleur. On va commencer par une petite histoire simplifiée des théories de la douleur au fil des siècles. Et ça commence assez tôt finalement, parce que Descartes, dès le XVIIe siècle, a révolutionné un petit peu l'aspect de la douleur. En fait, à l'époque, on pensait que bah, quand on avait mal dans le pied, c'est que le problème était dans le pied et que du coup, il y avait la douleur dans le pied. Et Descartes, ça a été un des premiers à penser que du coup, la douleur, c'était un message qui était transmis et qui était transmis au cerveau et que c'était à partir de c'était le cerveau qui permettait la perception de la douleur. Donc, que du coup, en fait, le message se transmettait à travers des tubes. Et du coup, c'est les tubes, c'était les nerfs. Donc, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et du coup, l'idée, c'était qu'il y avait une certaine spécificité de toute cette, comment dire, de ça, c'est-à-dire qu'il y avait un système qui permettait de transmettre le message de la douleur. Cette théorie de la spécificité, c'était ce qu'on pouvait mettre c'est ce qu'on appelait la nociception, c'était ce qu'on pensait être la nociception à l'époque. Mais il y a eu un petit peu des problèmes avec cette théorie-là. C'est que il y a des études comme celle qui a été faite par Melzack en 1962 et ses collègues, où en fait, ils prenaient une thermode chaude pour stimuler la peau. Et en fait, cette stimulation de la peau avec cette thermode chaude donnait une sensation de piqûre intense. On prenait plusieurs thermodes à la même température, donc du coup qui envoyaient la même quantité de signaux d'alarme de nociception, donc qui stimulait pareil, censé envoyer plus de messages de douleur vu qu'on avait plus de thermodes. Et ben du coup, là, ça donnait une sensation de chaleur agréable. Donc la même intensité et le même stimulus, mais répété sur une plus large zone, qui du coup déclenchait une sensation tout à fait différente. Un stimulus d'un nociceptif à un seul petit endroit donnait une sensation de piqûre, alors qu'un stimulus nociceptif sur une plus grande zone, donc plus de stimulus nociceptif, donnait une sensation de chaleur agréable. Donc, s'il y avait vraiment une spécificité, c'est-à-dire s'il y avait vraiment un message de la douleur qui était transmis, ben, normalement, on voyait plus de messages de la douleur, ça devrait augmenter la quantité de douleur. Ce n'était pas le cas, et donc il a fallu créer des théories qui permettaient d'intégrer cette connaissance nouvelle qui venait d'apparaître. Donc, dans les théories, il y en a plusieurs qui sont affrontées, des théories, des schémas, tout ça. Et il y en a une qui a émergé un peu vainqueur de tout ça, c'est la théorie du gate control en 1968. La théorie du gate control, qu'est-ce que c'est? Bon, en gros, on a des nocicepteurs dans tout le corps. Ces nocicepteurs sont des capteurs qui répondent au stimulus thermique, ce sont les capteurs qui répondent au stimulus mécanique, et ce sont ces capteurs qui répondent au stimulus chimique et qui vont transduire ces messages en signaux électriques. Ces signaux électriques vont parcourir le long du nerf, arriver à la moelle épinière et être renvoyés de la moelle épinière vers le cerveau au niveau d'une synapse. C'est une connexion entre le neurone nociceptif le primaire et le neurone nociceptif secondaire. Le primaire, parce que c'est le premier, secondaire, parce que c'est le deuxième dans le circuit. Et déjà, au niveau de cette synapse-là, il peut se passer des choses. Et c'était ça, donc, du coup, qui était révolutionnaire avec la théorie du gate control. Alors ça, on le savait déjà dès 1962, on savait que, par exemple, quand on se cogne le coude, on frotte la peau, et ben du coup, ça inhibe la douleur, et on pense que c'est parce qu'en fait, quand on se frotte la peau, on vient stimuler des récepteurs dans la peau qu'on appelle les corpuscules d'Orifini. Et cet étirement de la peau, il y a aussi les corpuscules de Messner qui vont enregistrer le mouvement sur la peau. Et cette stimulation de récepteurs vient déjà au niveau de la moelle épinière bloquer le message du neurone nociceptif qui remonte. Et là où c'est encore plus révolutionnaire, c'est que Melzack et son collègue Patrick Wall, ils ont dit ben non, mais c'est pas suffisant pour expliquer ce qu'on voit dans la pratique, dans la vie, parce que en fait, imaginez, vous avez un accident, vous tordez la cheville sur la route, mais il y a un bus qui vient vous écraser.
bah, vous n'allez pas sentir la douleur tout de suite. Vous allez marcher et c'est seulement que vous êtes en sécurité, que vous n'êtes plus en menace de vous faire écraser par un bus, que vous allez sentir la douleur. Donc, ils se sont dit, bah oui, bah, c'est probablement qu'il y a une implication des centres supérieurs, donc du cerveau ou là, en l'occurrence, du tronc cérébral, qui va, du coup, peut-être venir bloquer ou en tout cas moduler le message des signaux d'alarme, ce qu'on appelait avant le message de la douleur, la nociception. Et donc, du coup, ils ont effectivement remarqué que et théorisé que la substance grise périducale pouvait activer la moelle rostroventrale médiale, qui elle-même, à son tour, pouvait soit activer ou inhiber, du coup, la nociception qui remontait au cerveau grâce à cet effet gate control. C'était ça qui était révolutionnaire, la théorie du gate control, c'était qu'on incluait les centres nerveux supérieurs. Mais c'est toujours pas suffisant, parce que, encore une fois, cette théorie-là a été mise à mal par d'autres observations qu'on a faites, et donc il a fallu créer de nouvelles théories. Par exemple, une observation un peu bête. C'était les voies inhibitrices et facilitatrices descendantes. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Un truc un peu bête. On a vu un rapport de cœur en 1995, et attention, ce n'est pas la seule donnée qu'on a là-dessus, où un homme, un ouvrier de chantier, c'était sûrement au Royaume-Uni, parce que du coup, c'était dans le British Medical Journal, marche sur un clou de 15 cm. Le clou passe à travers la chaussure, et du coup, le bonhomme a des douleurs atroces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a emmené aux urgences. On essaie de lui retirer son clou, on lui donne du fentanyl et du midazolam. Et du coup, le fentanyl, c'est un antalgique qui est 25 fois plus fort que la morphine ou 50 fois plus fort selon la méthode d'administration. Et le midazolam, c'est un anxiolytique, c'était pour le shooter un petit peu. Ils arrivent enfin à lui retirer le clou, ils lui retirent la chaussure, et qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Eh bien, rien du tout. En fait, le pied était intact. Probablement que le clou était placé pile entre les orteils. Et donc, la théorie du gate control, elle n'explique pas du tout comment ce bonhomme-là il a des douleurs. Parce qu'on a beau augmenter ou diminuer la quantité de nociception qui remonte du membre au niveau du cerveau, là, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, il a fallu créer de nouvelles théories pour accommoder ça. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites où on a induit de la douleur par psychologie pour prouver qu'on pouvait vraiment le faire. Donc, par exemple, si vous voulez vous intéresser au sujet, il y a la vidéo de Mindfield sur YouTube, l'épisode 6 sur le toucher, qui est vraiment très bien, parce qu'ils reproduisent des études où, du coup, on voit, ils font semblant d'appliquer un laser sur la peau des gens et des gens souffrent. Il y en a même une qui pleure, donc c'est très agréable à regarder. Pas du tout. Mais du coup, c'est très intéressant. En plus de ça, il y a eu d'autres phénomènes qui nous permettaient de nous dire oh, oui, mais le gate control, ça ne marche pas très bien parce que du coup, on n'est pas toujours obligé d'avoir la nociception. Par exemple, du coup, on a des douleurs fantômes. On vous coupe un membre, et du coup, vous avez encore des douleurs dans ce membre qui n'est pas là. Alors, il y en a qui pensent que c'est lié à la repousse nerveuse de sprouting qui va envoyer des décharges du nerf, mais on n'est pas sûr. Et du coup, de la même manière, les douleurs chez les blessés médulaires, donc les gens, ils ont une rupture complète de la moelle épinière, donc forcément, le neurone nociceptif secondaire est coupé, ça ne peut pas renvoyer les messages au cerveau, et il y a encore des gens qui arrivent à avoir des douleurs dans les membres. Donc, tout ça, il y a plein de manières d'interpréter ça, et une des manières qui a fait un peu consensus, c'est la théorie de la neuromatrice. La théorie de la neuromatrice qui a été publiée et créée en 1990 par Melzack, donc le même auteur qui a créé la théorie du gate control et qui lui-même recommande de ne plus utiliser la théorie du gate control. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que certes, la nociception, tout ça, les signaux qui remontent du corps, c'est toujours important dans la douleur. C'est très souvent que je vous cogne dessus, même si vous n'êtes pas au courant, que vous allez sentir une douleur. Et donc, du coup, ces signaux-là, c'est important. Donc, ça fait partie de la composante sensoridiscriminative, avec toutes les autres composantes qu'on va avoir, la sensation de chaleur, sentir le t-shirt sur sa peau, ce genre de choses. Tout ça, ça va être intégré avec toute la composante cognitive. Donc, on sait ce qui se passe, on s'attend à recevoir quelque chose. Par exemple, là, dans l'étude où je vous ai dit, créer de la douleur en faisant peur aux gens avec un faux laser, on crée des attentes envers la douleur. Et donc, tout ça, ça va s'intégrer avec en plus tout ce qui va être les composantes affectives, émotionnelles, et notamment tout ce qui va être le système immunitaire, du coup le système endocrinien, qui vont faire que ça va déclencher plus ou moins d'inflammation. Tout ça s'intégrer au niveau du cortex cérébral dans cette théorie-là, et ça va ensuite produire différentes actions de différents domaines. Donc, ça peut produire, par exemple, une perception de la douleur. Ça peut produire
des programmes d'action comme par exemple contracter ses muscles, ce genre de choses, certains comportements. Donc, on met la main sur une plaque chaude, on retire sa main. Bon, il y a un réflexe et en même temps, il y a aussi ce phénomène-là. Et ça va aussi réguler le taux de cortisol, le taux d'endorphine et donc évidemment l'inflammation qui circule. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'était une des premières théories qui impliquait que c'était le cerveau qui créait toute la douleur. Et du coup, c'est-à-dire qu'on peut théoriquement, en l'absence de phénomènes nociceptifs, en l'absence de message de la douleur, du coup, entre guillemets, avoir des douleurs. Et ça a été vraiment démontré chez les gens qui ont des analgésies congénitales. C'est des gens qui sont incapables d'avoir des douleurs parce qu'en fait, ils ont des mutations de leur canaux, des mutations de leur canaux ioniques qui font que leur nociception ne marche pas. Et il y a encore des gens qui arrivent à avoir des douleurs, comme par exemple des maux de tête. D'accord. Donc, c'est assez rare, mais donc, c'est ce qui souligne bien l'importance de la nociception de la douleur, mais ça arrive quand même. Et donc, c'est aussi ça qui est très, très important à savoir, c'est que du coup, cette théorie-là, elle semble mieux accommoder ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est un problème dans la mesure où, aujourd'hui, la majorité des études, la majorité des manières de penser sont axées un petit peu encore sur la théorie du gate control de 1968, celle où on pense en fait qu'il faut de la nociception qui arrive au cerveau pour avoir mal. Et bah, du coup, ce n'est pas forcément le cas. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est en gros, l'idée, c'est de vous dire, et ce n'est pas très important, que cette théorie de la neuromatrice, elle semble un peu être mise à mal aujourd'hui parce qu'elle se basait sur le fait qu'on avait une neurosignature de la douleur. Mais finalement, cette neurosignature de la douleur, elle semble plus être en lien avec le système de science, le réseau d'attention, en fait. Et donc, on a appelé ça le connectome dynamique de la douleur. C'est des termes un peu qui ne sont pas nécessaires de voir, mais en gros, l'idée, c'est que cette théorie-là n'est pas encore parfaite. Et du coup, il y en a d'autres qui émergent et qui vont encore mieux accommoder les données qu'on va avoir. Mais cette théorie-là est pour l'instant celle qui permet le mieux d'expliquer aujourd'hui toutes les informations qu'on a. Ce qui nous amène à différentes approches pour traiter les gens et pour classifier les douleurs. Et du coup, il y a des approches un peu classiques qu'on appelle les approches pathogéniques tissu-centrées, où en gros, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher quel tissu déclenche les douleurs. Donc, par exemple, on va chercher si c'est plutôt la facette articulaire, on va plutôt chercher si c'est l'os, pour un problème de mal de dos, hein, par exemple. Quelqu'un qui a plutôt les articulations postérieures, quelqu'un qui a plutôt l'os, quelqu'un qui a plutôt la racine nerveuse, ou le disque, ou le muscle. Et ça, c'est intéressant, mais du coup, l'idée, c'est que c'est encore axé sur la théorie du gate control et le fait que cette théorie du gate control, elle semble indiquer que, évidemment, il y a de la nociception quelque part, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on a mal. Il y a des théories un peu plus récentes, toujours dans le même, des classifications un peu plus récentes, toujours dans cette même théorie du gate control. On va essayer de séparer en nociceptif, neuropathique, nociplastique. Nociceptif, ça veut dire qu'en fait, du coup, on a des messages qui viennent de quelque part. Donc, on a une fracture, on a par exemple de l'arthrose ou un rhumatisme inflammatoire qui va déclencher de l'inflammation et de la nociception. Neuropathique, ça veut dire qu'on a une lésion ou un problème au niveau des nerfs, du système nerveux. Et nociplastique, c'est quand on n'a rien de tout ça, mais qu'on a des gens qui sont un peu plus sensibles et du coup qui ont plus de nociception. Donc tout ça, ça suppose encore que c'est la nociception qui déclenche les douleurs. Et du coup, c'est une classification intéressante, mais qui est pas en accord avec la théorie actuelle de la neuromatrice. Donc, il y a des classifications un peu plus en accord avec la théorie de la neuromatrice, comme par exemple le Driver Management Model de Toussignan-Laflamme, Ney, Descaris et tout ça, qui semble accommoder un peu plus ces informations-là, puisque tout ce qui est des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux vont être intégrés. Et c'est là que ça va être peut-être intéressant, qui va peut-être permettre d'avoir les choses. Donc, on inclut toujours la nociception, hein, d'accord. On va par exemple essayer de voir ce qui déclenche les douleurs dans les mouvements, tout ça des personnes, voir s'il y a des tissus qui sont sensibles mécaniquement. Mais on va aussi inclure, en plus de tout ça,
tout ce qui va être les facteurs de comorbidité psychiatriques et physiques, parce que du coup, il y a encore toujours, ça joue toujours sur la nociception, mais aussi les facteurs cognitifs, affectifs, les facteurs, on va dire, psychologiques, comme par exemple la peur du mouvement, l'incapacité, ce genre de choses. Et c'est important parce que, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, il va avoir tendance à avoir, du coup, cette capacité, il va avoir tendance à avoir des douleurs quand il a peur, indépendamment de sa contraction musculaire. On pense toujours que quand on a peur, on se raidit et que c'est ça qui fait mal. Et en fait, on a vu que ce n'était pas du tout en lien. On a peur d'avoir mal, ça nous fait mal, mais rien à voir avec la contraction, le raidissement musculaire. Donc ça, c'est une idée de classification qu'on peut avoir. Et je vais arrêter là-dessus. Si vous avez des questions sur le sujet, là, ça peut être un peu limité. Oula. Ça peut être un peu limité en échange comme ça. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, je n'arrive pas à passer sur la diapo d'après. Ce qu'on peut faire éventuellement, si vous voulez, du coup, c'est que vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram. Sur Instagram, mon compte, c'est vous tapez Anthony Halimi, vous me trouvez, ou vous pouvez envoyer un mail. Et sinon, il y a des ressources supplémentaires sur lesquelles vous pouvez vous retrouver des informations. Merci.